Donc cette question au territoire, elle est vachement importante, hein, cette question de la nature est très importante. Et je suis beaucoup en relation avec les cartes, à la fois parce que ce sont des choses que je trouve plastiquement incroyables. Dans mon ancien atelier en France, j'avais de nombreuses cartes imprimées autour de moi quotidiennement. Hein, et donc, j'aime beaucoup l'imaginaire plastique que ça peut développer. Donc, j'ai un rapport comme ça très fort à ces images-là. Et très certainement en lien au dessin. Hein. Il y a certainement des liens que je fais avec des choses que j'aime beaucoup chez le dessin de Dürer, par exemple, dans la façon dont les traits s'inscrivent dans un ensemble et dans la relation du détail au tout. Et donc, ça, c'est quelque chose qui conduit mon rapport à l'environnement. Mais j'entretiens un rapport assez détaché à tout ça, c'est-à-dire que j'aime énormément les cartes, je repère beaucoup les choses avant d'aller sur le terrain, mais quand je vais sur le terrain pour faire des images, je m'y aventure de façon très, comment dire, intuitive. Hein. Je ne me sers pas de mes repérages, ou peu de mes repérages, pour me conduire vers des endroits. C'est mon regard qui va me conduire et c'est mon ressenti qui va vraiment être le guide de tout ça. On reviendra tout à l'heure aux cartes. Hein, je vais parler un petit peu de manière générale de mon travail. Et plus spécifiquement de la question technique et de mon rapport aux images et de liens que ça peut avoir avec la peinture. D'ailleurs, je vous inviterai peut-être à regarder sur mon YouTube où il y a une conférence, une rencontre avec Alice Leroy où on avait parlé plus spécifiquement de ça. Elle est allée chercher des peintures et puis m'a interrogé sur mon lien avec certaines esthétiques. Et la question de l'impressionnisme revient tout le temps. Parce qu'il y a dans ma façon d'appréhender les images et ma façon de produire des images quelque chose qui rappelle la peinture et qui donne lieu à un sentiment de continuité. Même s'il n'est pas forcément juste là où on le croit, il existe de façon très forte, puisque moi je suis très attaché à la peinture et je m'en nourris beaucoup. Et j'en suis nourri depuis très longtemps. Donc je développe depuis la fin des années 90, donc ça c'est mon site internet, hein, jacquesperconte.com. Je développe depuis la fin des années 90, depuis les années 90, une pratique autour des images en mouvement, qui vient d'abord du cinéma, avec un désir de faire des films de façon assez classique au départ, mais qui a très vite été contaminé par mes envies de peinture, ou en tout cas mon envie de devenir peintre d'une certaine manière, c'est-à-dire un désir de produire quelque chose qui relève d'un sentiment vraiment plastique dans les images. Mon chemin m'a conduit à m'aventurer à la rencontre de la vidéo et de l'informatique au début de mes études à l'université d'art plastique, donc en 94, 95, 96 à l'université de Bordeaux 3, et où je me suis consacré à partir de là à investiguer qu'est-ce que je pouvais faire avec un ordinateur, qu'est-ce que je pouvais faire avec la vidéo et comment est-ce qu'ils pouvaient se rencontrer. Au départ, d'une façon assez conceptuelle, hein, qu'on peut le voir dans quelques-uns de mes travaux, de mes premiers travaux, et ensuite, de façon très plastique, à la recherche d'une technique. Et je me suis mis à chercher quelque chose qui pouvait me permettre d'envisager l'ordinateur de façon plastique
comme quelque chose qui me permettait d'avoir une relation avec la matière. Ici, je vous montre des images de 2002 de recherche. Elles sont toutes petites puisqu'elles sont dans leur dimension originelle. Où je cherchais dans les images de l'ordinateur, dans ce que je rencontrais, des choses qui pouvaient être des traces d'une matérialité. Et à l'époque, je ne faisais pas forcément le lien avec la peinture, mais il y avait ce désir-là et cette envie de trouver quelque chose qui soit plastique, qui soit un aménagement d'éléments de couleur, d'impression, de volume, qui donne un sentiment de présence. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait, au-delà de la physicalité réelle des machines, de leur corps physique, de leur électronique, et de toutes les échelles de traitement qui se passent à l'intérieur, il y avait quelque chose de présent sur l'écran lui-même, et c'était ces zones de lumière qui sont délimitées par des cellules électroniques qui permettent de diffuser un signal, et donc qu'il y avait une manière de jouer avec ça, que les images, elles étaient toutes comme ça sur l'ordinateur, elles étaient toutes construites, constituées par ces cellules, et qu'il y avait un langage spécifique des images à cet endroit-là, qui avait une influence très forte de l'ordinateur sur comment ces images existaient et comment elles pouvaient exister, et du coup, qu'est-ce qu'elles devenaient. Et petit à petit, je me suis rendu compte de la présence de quelque chose de spécifique dans les images en mouvement, qui potentiellement pouvait m'ouvrir un chemin vers le développement d'une technique. Comme on développe une technique en peinture, on développe une technique picturale, une technique qui permet peut-être de faire quelque chose avec. Et donc je suis parti dans ce truc-là, que je n'ai pas arrêté depuis, donc ça a commencé au milieu des années 2000, 2001, 2002, et depuis ce moment-là, je me questionne sur quoi faire avec la compression vidéo. Et je ne me questionne pas de façon profondément intellectuellement, c'est-à-dire que je n'essaye pas de projeter ça dans des perspectives de projet. Je pratique la représentation, je pratique les images pour voir ce qui se passe et de là acquérir une expérience, une connaissance des formes pour petit à petit développer quelque chose. Et je le laisse se développer. Au départ, je me disais, tel ou tel sujet pourrait être intéressant et tout ça. J'ai beaucoup travaillé sur la question du corps à ce moment-là, 2001-2002. En 2003, je me suis dit que j'avais le sentiment que dans l'histoire de l'art, la question du paysage avait été un moment important de bascule dans la question technique, et que du coup, pour investiguer cette question technique, il fallait aussi que je me pose cette question du paysage. Donc je suis parti à ce moment-là explorer ces questions techniques-là au travers d'images de nature, à la recherche du paysage. Et mon premier projet sur ce travail-là, qui s'appelle UAON, donc qui est de 2003, il pose cette question de l'image à cet endroit-là, dans le paysage, et le projet avait pour ambition de retourner la question de la perspective comme forme symbolique, et donc de travailler sur la réalité physique des écrans qui, eux,
sont absolument plats. Et donc c'est un film d'une demi-heure qui travaille cette question de la disparition de la profondeur dans l'image pour arriver à une forme de platitude où les mouvements observables ne sont plus que horizontaux et verticaux. Et de là, en fait, j'ai jamais quitté cette question du paysage et de la nature, hein, la question de la nature qui se développe, elle, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, en arrière-plan au fur et à mesure que les années passent. Et donc ce travail-là a connu quantité de phases. Hein, on le sent beaucoup dans le déploiement des pièces sur l'histoire de l'ensemble des choses que j'ai faites, où petit à petit il y a une disparition de toutes les autres images que celles du paysage. Hein, on est vraiment sur quelque chose qui devient vraiment extrêmement prégnant et qui monopolise mon attention depuis quand même maintenant une vingtaine d'années. Et ces questions-là, en fait, elles ont connu un revirement en 2010, puisqu'en 2010, j'ai fait un film qui s'appelle Après le feu. Un film donc, qui est peut-être un de mes films les plus connus, qui est... je ne vous le montre pas vraiment, hein, puisque là, je pense que faut pas que je clique là, faut que je clique là. La qualité des images sera terrible. Donc c'est un film qui met en scène un voyage en train, et au fur et à mesure de ce voyage, l'image se décompose et il ne reste plus que les éléments de train, les rails et le paysage disparaît. Et dans cette disparition du paysage, en fait, se passe quelque chose que je n'avais pas anticipé. Excusez-moi, j'accueille les gens qui se connectent au fur et à mesure, donc ça fait déconnecter un peu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la technique que j'utilise a reproduit des éléments qui donnent des impressions de perspective, là où j'avais ce travail-là de l'annuler et de la faire disparaître au fur et à mesure de mon travail. Et donc, on a un sentiment de profondeur, on a un sentiment de perspective qui réapparaît dans la disparition des images. La proposition s'en trouve beaucoup plus vertigineuse qu'elle n'est au départ. Et ça m'a beaucoup amusé, hein, de ce retour-là de la conscience des images qui provoque ce truc de dire écoutez, rien n'est plus fort que notre imagination, et ce qu'on voit, on ne peut pas, on peut très difficilement s'en défaire, et donc du coup on lit les images dans ce biais-là de reconstruire de la perspective partout où on le peut. Et donc, du coup, j'ai abandonné toutes ces questions de perspective, de contrôle, dans la recherche sur la représentation, pour vraiment me consacrer à des questions plus profondes sur ces histoires de nature. Mon travail, il navigue depuis toujours entre le cinéma et les espaces d'exposition. Mais que ça soit dans le cinéma ou les espaces d'exposition, il est fondamentalement le même. Ce qui change, c'est les modalités de présentation et c'est le rapport au temps, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure quand on fera le tour de manière dernière exposition. Tout le temps, il est question d'avoir un rapport aux images en 2 temps, et des fois en 3 temps. Le premier temps, c'est ce temps où je suis dans la nature et je filme. Le second temps, c'est le temps où je suis dans mon atelier et je regarde les images et je les travaille. Et le troisième temps, quand je fais des expositions, c'est ce moment où je vais exposer les images et je les mets en espace.
Et pour moi, c'était très important de trouver donc spécifiquement un chemin dans la nature de ces images qui sont très particulières depuis qu'elles sont rentrées dans le monde du numérique. Et c'est ça dont j'ai pris vraiment conscience dans mon parcours avec la vidéo et l'informatique. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans l'informatisation des images qui est très spécifique et qui crée un événement, une sorte de rupture dans la continuité du monde que la production d'images argentiques avec des procédés photochimiques ne produisait pas. Dans la caméra, donc c'est ce moment-là du tournage sur lequel on démarre. Dans le moment de la caméra, on a quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a une concentration de la lumière du monde. La lumière, elle vient se refléter sur des objets et elle passe au travers d'une optique pour entrer dans la caméra. Donc ici, on a un schéma qui concentre ça. On a le petit lens au milieu qui représente l'optique et on a ce croisement de la lumière qui va venir entrer dans l'optique et qui va venir se poser sur une surface et qui, dans le cas de l'appareil photo ou de la caméra argentique, est fait d'une surface photosensible, d'un film. Et là, on voit une image qui expose la différence entre l'argentique et le numérique. Donc, dans l'argentique, dans le monde photochimique, dans le film, ce sont des sels d'argent qui sont répartis sur cette surface. Donc, c'est-à-dire, c'est un matériau photosensible qui est chimiquement organisé, mais qui, d'une certaine manière, est naturel et reproduit le chaos des éléments naturels, c'est-à-dire que les choses, elles sont organisées de façon chaotique, alors que dans le monde numérique, la lumière, elle vient se poser sur un capteur qui est fait de cellules photosensibles qui, elles, sont extrêmement bien rangées et que elles sont absolument tout le temps à la même place. Et donc, l'immense différence qui existe entre l'argentique et le numérique, c'est cette question d'organisation et de structuration et de rationalisation du monde. Le photosensible réagit, et donc on voit, vous voyez bien le chaos, l'organisation de ces sels d'argent, qui sont quand même d'une certaine manière des petits cubes, des petits blocs. Ils ont l'air d'être balancés un peu comme ça, n'importe comment, et on sent qu'il y a des espaces très denses et des espaces un peu vides. Et donc ça, ce que ça produit dans les images, ça produit du grain. Là où dans le numérique, on le sait très bien, on a ces histoires de pixels organisés et on le voit très bien dans la question de des cellules photosensibles et dans la manière dont elles sont organisées. Elles sont très strictement et très rigoureusement posées en grille, structurées en grille. Et donc, imaginons image après image. Cette grille, elle se reproduit image après image. Les points sont tout le temps à la même place, alors que dans le monde sensible, image après image, les densités changent et l'organisation de la matière change. Et ce qui fait que la différence fondamentale entre le numérique et l'argentique, c'est que dans le numérique, toutes les images sont strictement identiques structurellement dans l'organisation de la matière, alors que dans l'argentique, elles sont fondamentalement différentes. Et ça produit une vibration lumineuse qui fait que l'image change tout le temps, alors que dans le numérique, l'image est d'une stabilité incroyable. Donc moi, je suis dans ce monde-là du numérique, c'est le monde que j'ai rencontré, c'est le monde dans lequel j'ai développé mon travail. Et en le découvrant, je me suis rendu compte que il était question d'une rationalisation extrême du monde. Qu'à chaque étape, à chaque dimension de la technique, ici on rentre dans le capteur et on rentre dans ces cellules, chaque étape de la technique, la technologie est le produit d'une rationalisation des situations. Donc quand il était question de produire des capteurs, on a produit des capteurs qui sont des capteurs monochromes, et plus que monochromes, ils ne produisent pas du tout de couleur, ils évaluent la luminosité. Donc chaque cellule évalue la luminosité
et on produit la couleur par un système de filtres qu'on applique sur les capteurs, qui s'appellent en gros les filtres de Bayer. Hein. Je vais très vite parce que c'est juste pour expliquer la complexité et la profondeur technique de ces choses-là et les dimensions de rationalisation. Donc, c'est quelque chose qui est très rapidement développé. Hein. Et donc, ce filtrage, la production de la couleur, elle se fait par filtrage de la couleur, par des astuces. Hein. Ici, on voit deux images d'un œil. On voit l'image qui est saisie réellement par le capteur, qui est une image de niveau de gris. Hein. C'est des variations entre le blanc et le noir. Et dessus, on voit une image qui représente le filtrage de la couleur, où on a des zones rouges, vertes et bleues. Et on voit une grille comme ça qui ressemble pas du tout à quelque chose de photoréaliste, hein, puisque la couleur semble pas correspondre à quoi que ce soit. Et en fait, par interpolation, par calcul, hein, par statistique, par rapport à la compréhension de qu'est-ce que c'est que la vision, on produit une image qui va représenter hein, l'ensemble de ces couleurs. Ces questions de rationalisation, attendez, excusez-moi, je dois couper parce que je viens d'entendre quelqu'un qui se connecte. Donc, ces questions de rationalisation de la couleur, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on évalue la couleur, comment est-ce qu'on évalue la luminosité, elles viennent de principes mathématiques de traitement du signal, c'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme un phénomène ondulatoire, hein, comment est-ce qu'on transforme la réalité physique du monde dans quelque chose qu'on peut évaluer numériquement, c'est-à-dire grosso modo avec des 0 et des 1. Et donc du coup, on se retrouve avec la confrontation d'un monde qui aurait a priori n'a pas de définition, hein, c'est-à-dire un monde qui n'a pas d'échelle, c'est-à-dire à chaque fois qu'on zoome un petit peu dans quelque chose, on redécouvre une nouvelle dimension, à un monde, le monde numérique, dans lequel tout est question d'échelle, puisqu'on doit tout définir. Hein, c'est-à-dire que les choses n'existent pas en elles-mêmes, c'est nous qui décidons de comment est-ce qu'on les évalue. Et que à ce moment-là, la question de la qualité de la reproduction d'un signal ou d'un phénomène physique passe par cette question de la résolution avec laquelle on va le reproduire. Vous voyez bien que pour reproduire cette courbe jaune qui apparaît sur notre graphique, plus on produit de découpes, hein, c'est-à-dire plus on va produire de lignes horizontales d'analyse sur lesquelles on va fixer des valeurs, plus on va s'approcher de cette forme. Hein. Vous voyez la différence entre les deux courbes à gauche et à droite. Celle de droite semble meilleure, ou en tout cas plus proche de quelque chose de fluide que celle de gauche. Hein. Et de cette manière-là, on va avoir ces questions de résolution qui fait que plus on fait disparaître les points, hein, plus on fait disparaître par la quantité d'informations cette grille de découpage, hein, cet escalier là dans les courbes, plus on a l'impression qu'on s'approche de quelque chose de réaliste, entre guillemets. Et donc les images jouent avec ça. Et la question de la qualité des images joue avec ça. Donc il y a un compromis qui est produit dans les images pour leur reproduction, avec cette idée qu'il faut s'approcher de quelque chose qui va être juste, qui va être réaliste, en faisant des compromis, parce qu'il est toujours question de compromis dans l'informatique, puisqu'on ne peut pas reproduire dans une économie raisonnable toutes les informations qu'on capterait, toutes les informations qu'on enregistrait. Et donc moi, je me suis rendu compte de ça dans mon parcours, que les images avec lesquelles j'étais en contact étaient des images qui étaient dégradées, et que ce degré de dégradation, on l'acceptait plus ou moins en fonction de notre culture, en fonction du contexte dans lequel on était avec les images. Et donc, venant historiquement d'un petit peu loin dans cette question-là de la propagation des images dans l'informatique, hein, plus particulièrement leur déploiement sur Internet, puisque moi, j'ai commencé à avoir Internet à un moment donné où il n'y avait pas d'images.
J'ai vu les premières images apparaître, qui étaient de très mauvaise qualité, qui étaient très petites parce que c'était difficile de les diffuser sur Internet. Je les ai vus prendre en résolution, en taille, augmenter en lisibilité, augmenter en qualité de couleur, ainsi de suite, pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt photoréalistes. Et donc, du coup, dans mon travail, je me suis dit à un moment donné qu'il se passait quelque chose là qui servait à maintenir une qualité d'image au travers de la fabrication de compromis. Mais que je ne connaissais pas de travaux, je connaissais personne, je n'avais jamais vu d'image qui s'attardait à travailler cette question de la qualité de l'image pour ce qu'elle était. Et c'est-à-dire à aller, vous le voyez peut-être, j'espère, ici entre les deux images, entre l'image de gauche et l'image de droite, une déperdition, un défaut de qualité entre les deux images. Celle de gauche serait bonne et celle de droite serait pas bonne. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on considère que l'image de droite est pas bonne? Pourquoi est-ce que moi, je ne considérerais pas qu'elle est bonne et qu'il y a là quelque chose à développer et que si elle n'est pas bonne, c'est parce que ce n'est pas affirmé et parce qu'on ne la voit qu'en référence à l'image de gauche. On ne la voit pas pour elle-même. Et à ce moment-là, je me suis plongé dans ce qu'on a entreaperçu dans mon travail tout à l'heure, dans ces questions-là de la compression vidéo, puisque ce sont ces techniques-là qui sont au cœur du déploiement et de la diffusion des images. Pour reproduire les images, pour les transférer, pour les diffuser, on travaille sur la compression, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va réduire ou optimiser la quantité d'informations qui est occupée par une image dans son déploiement et dans sa diffusion, et dans son enregistrement. Quand on fabrique une photo avec un appareil photo numérique, cette photo, elle ne peut pas occuper tout l'espace de l'image qui est captée au premier abord par le capteur. Elle est réduite en taille et elle est optimisée pour qu'on puisse facilement la déplacer, facilement la stocker, et ainsi de suite. Et ce problème se pose d'autant plus que la quantité de résolution, la dimension des résolutions et la qualité des images ne cessent d'augmenter avec le temps. Dans les images en mouvement, quantité de systèmes de rationalisation sont à l'œuvre. Et c'est ça qui m'a complètement passionné dès le départ. C'est-à-dire que les images sont analysées, captées, elles sont ramenées à des structures statistiques pour essayer d'optimiser au maximum leur fonctionnement à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps. Donc, il y a tout un système d'analyse et de rationalisation de l'image qui fait que l'image, elle est découpée en infrastructures, en sous-structures et ainsi de suite, d'éléments où on va chercher un maximum d'optimisation pour réduire le plus possible la quantité d'informations qui va être occupée par l'image elle-même. Et pour arriver à un moment donné où on n'aura presque plus rien de l'image à l'intérieur du fichier et où on aura principalement les traces de quelque chose selon des phénomènes statistiques en rapport à des outils d'analyse pour produire un ensemble structurel très complexe que l'ordinateur est capable de décoder pour aller reproduire derrière des images. Et des images dont la particularité est d'être principalement fondées sur des outils d'analyse mathématiques et statistiques. Et j'en finirai avec cette image-là, qui montre comment est-ce qu'une séquence
un plan, une image vidéo peut être structurée, hein, c'est-à-dire que on économise au maximum dans le temps la documentation de l'image, l'enregistrement des informations, pour ne garder que les éléments qui vont être sensiblement différents les uns des autres, quoi. Je vais vous montrer une petite séquence pour expliquer ça. Je regarde un peu le temps. Donc ici, c'est un plan que j'ai tourné à Dunkerque, sur devant les usines de ArcelorMittal, les aciéries. Donc on a une image qui est filmée un jour de grand vent, et donc c'est un panoramique qui monte qui descend et puis qui remonte après. Donc très souvent dans ma façon de filmer, j'intègre, j'accueille les éléments et je fais en sorte qu'ils aient une incidence très forte sur les images elles-mêmes. Ici, la caméra, elle est sur un pied qui est fixé très très fort, donc c'est très difficile de le faire bouger. Et c'est le cas, et je fais comme ça, parce que comme ça, le vent fait vibrer la caméra, hein, le vent, l'agitation du vent vient pousser la caméra, et la caméra bouge très peu, mais le capteur encaisse les vibrations. Et n'utilisant pas le stabilisateur de la caméra exprès, ces vibrations se répercutent sur les images. Donc les images, elles sont secouées par le vent, hein. Et donc du coup, on a cette distorsion de cadre, cette vibration-là du cadre qui est induite par le vent et par le rythme du vent. Donc là, on voit le plan tel que je l'ai tourné, hein, sans aucun étalonnage ou aucune retouche quelle qu'elle soit. Et donc ce plan, quand moi je vais travailler à la compression vidéo, hein, la compression vidéo, donc ça se travaille de façon très brute, hein, donc c'est un peu comme quand on fait un fichier enregistré sous et que le fichier va être enregistré d'une certaine manière, sauf que moi, j'utilise pas un logiciel pour faire ça, j'utilise directement les algorithmes qui servent à la compression des images. Eh bien, on va produire une image. C'est pas celui-là. Il fallait bien que je me trompe. C'est celui-là. Une image qui va... Trop de fenêtres. J'ai une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va mettre ça comme ça. Une image qui va être sensiblement la même, sauf que ce que j'ai paramétré dans la compression va entraîner des conséquences plastiques à l'intérieur de l'image. Donc, on a vu la vidéo commence de façon tout à fait naturelle, hein, mais là, on voit dans les images que il y a des traces de couleurs qui commencent à suivre le mouvement de la caméra et qui semblent être attachées aux formes. On voit que les oiseaux qui passent, ils laissent des traces aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'image qui tout d'un coup change l'histoire de l'image, puisque on n'est plus du tout en train de regarder simplement l'image qui raconte son sujet, on est en train de regarder l'image elle-même, et le sujet et les relations qu'il entretient avec l'image. Et donc, c'est dans ce renversement-là que se creuse mon travail depuis maintenant plus de 20 ans, dans comment est-ce que cette relation se déploie et comment est-ce que ces rencontres se font et comment est-ce que moi, je peux développer quelque chose à partir de là pour raconter au travers de sujets les images, hein, et ainsi raconter des choses. Donc là, on voit ce résultat-là. Je vous montre deux choses très spécifiques, hein. Ici, on a
l'analyse de ce qui se passe dans cette vidéo. C'est-à-dire que cette vidéo-là, je l'ai pas, donc elle n'est pas compressée, hein, donc c'est le plan original, et c'est l'infrastructure du mouvement à l'intérieur de cette image. Donc c'est les zones et on ne voit pas cette résolution, hein, mais tous les petits points que vous voyez ou toutes les formes que vous voyez en fait sont des petites flèches. C'est des petites flèches qui sont en train de décrire le mouvement et l'intensité du mouvement. Vous voyez. Donc c'est une carte de chaque image. Et vous voyez que les flèches sont espacées les unes des autres. Hein. Vous vous rappelez tout à l'heure, très vite fait, on a vu des découpages en blocs des images. Hein, et ici, on a une description. On va voir s'il y a des... Quand il y a les oiseaux, peut-être ça sera difficilement lisible à l'intérieur des images. Voilà, là, on a ici un oiseau qui passe. Hein. Vous voyez, tout d'un coup, dans l'image, on a un bloc de flèches qui vont dans une autre direction. Et donc, on est dans une question de la documentation, en fait, hein, des images. C'est-à-dire les images sont leur propre documentation. Et le résultat de tout ça est un environnement mathématique, en fait, descriptif, qui permet de restituer quelque chose qui sera a priori photoréaliste. Et dans cette aventure-là, ben moi, je développe comme ça une tentative hein, de voir qu'est-ce que je peux faire et de voir comment est-ce que ces choses existent, comme un petit peu si je découvrais quelque chose en peinture. Hein. C'est-à-dire, je fais un essai avec des pigments et un liant particulier, il se passe un truc, bon, ben, j'explore comment ça marche et je vais voir petit à petit qu'est-ce que ça donne, et puis je vois comment est-ce que c'est quand je peins telle ou telle chose, et puis avec le temps et avec l'expérience, je développe une connaissance qui est propre hein, et qui est spécifique à ma relation à ces techniques. Et je développe véritablement quelque chose qui sera ma technique, hein, comme je l'ai développé avec le temps maintenant. Voilà pour la partie un peu un peu rude certainement, parce que ça va très vite. De l'exposition que j'ai faite donc l'année dernière au lieu unique, qui s'appelle Marée Métal, qui est une exposition assez importante dans mon parcours, dans ce qu'elle met en œuvre. Comme je vous disais tout à l'heure, on a ces milestones, hein, ces points-là importants de mon premier film sur le paysage qui s'appelle Uawen, et puis après en perspective ce film qui s'appelle Après le feu. Ben, je pense que la question de la perspective justement se déjouait. Et puis il y a un film qui s'appelle Impression aussi, qui est aussi certainement un moment important dans mon travail. Et là, on a cette grande exposition qui était ma première extrêmement grande exposition sur une seule pièce. Hein, je vais vous présenter ça, que j'ai faite donc l'année dernière. J'ai fait d'autres grandes expositions, mais c'était la première fois que j'avais comme ça un travail concentré sur une seule pièce à cette échelle-là. Donc le projet, donc je repars sur la petite présentation là. Voilà, donc ça devrait marcher comme tout à l'heure, vous devriez avoir en entier. Donc le projet, en fait, c'est l'invitation de Elie Cummins, qui est le directeur du lieu unique et qui s'occupe de la programmation artistique de ce lieu. Le lieu unique, c'est un lieu pluridisciplinaire à Nantes, c'est une scène nationale qui produit beaucoup de concerts, où il y a une grande activité culturelle très politique sur des questions sociales, sur des questions humaines très importantes. Et donc c'est une ancienne usine Lu hein, des gâteaux. C'est une ancienne friche industrielle dans laquelle il y a un grand espace d'exposition où ils font des expositions monographiques en général l'été. Et donc, il m'a proposé en 2022 de faire l'exposition de 2023. Il avait dans l'idée de faire une grande exposition rétrospective de mon travail où je présenterai mes œuvres comme ça et retracerai l'histoire
de mon travail. Donc, j'ai visité ce lieu-là en septembre 2022. J'y étais jamais allé, en fait. Et donc, j'ai découvert l'espace d'exposition dont on voit les images maintenant, qui est un grand hall ponctué de poteaux de 1000 mètres carrés. Donc, c'est un grand volume comme ça. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, j'ai pas envie de montrer des œuvres qui sont pas faites pour cet endroit. J'ai pas envie de construire des murs pour transformer cet endroit de façon à accueillir des œuvres spécifiques qui ont été faites pour être vues dans l'ombre, qui ont été faites pour être vues dans des espaces allongés, qui ont été faites pour être vues dans des endroits différents. Et du coup, j'ai pas envie de ramener le lieu à mes œuvres. J'ai envie de créer une œuvre, de créer quelque chose qui va permettre de construire une relation à cet espace-là. Et donc, du coup, cet espace-là, il a cette forme-là assez particulière. Il a une structure très modulaire qui permet de faire beaucoup de choses. Et donc, quand je suis rentré de cette visite, je me suis dit, qu'est-ce que je peux écrire? Et très naturellement, j'ai eu l'intuition de jouer avec les poteaux. C'est quelque chose qui encombre l'espace. Hein, pour faire des vidéoprojections, c'est très difficile de faire des vidéoprojections à l'horizontale. Et donc, du coup, voilà, de faire des images dans lesquelles il y aura toujours un poteau qui sera un ennui, qui viendra obstruer la vision et tout. Et donc, du coup, j'ai eu l'intuition d'écrire comme ça avec ce langage que déployait déjà l'espace, hein, et d'utiliser ce vocabulaire géographique, rythmique des poteaux. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais travailler un jeu de perspective d'image dans l'espace en m'appuyant sur les diagonales et les lignes qui se déployaient dans l'espace intuitivement quand nous, on marche et que se déploient différentes perspectives sur différents points de vue. Et donc, du coup, très rapidement, hein, 3 jours après ma visite, j'ai envoyé cette image-là à Ellie et à l'équipe du lieu unique en disant, voilà, j'ai cette idée-là. Et en fait, j'ai projeté la dernière pièce que j'avais fabriquée, qui était une vidéo verticale que j'ai réalisée pour la présidence française de l'Union européenne, que j'ai exposée pendant 6 mois à Bruxelles au Conseil de l'Europe, hein, qui est celle-ci. Et j'ai cette idée-là qu'il y avait besoin de renouer avec une forme anthropomorphique, hein, qu'on se projette dans l'espace à l'échelle de notre corps. Et la pièce que j'avais faite pour le Conseil de l'Europe était assez grande, et elle était peut-être trop grande pour cet espace-là. Et donc, je me suis servi de la base de cette échelle pour essayer de trouver comment est-ce que je pouvais construire quelque chose. Et du jeu que je m'aventure à faire avec mes carnets, qui en fait sont des carnets de réflexion et qui sont des carnets qui fonctionnent dans une temporalité très spécifique, hein, qui est la leur, et qui sont très désorganisés, très chaotiques, et que j'aime bien, entre guillemets, joli, hein, c'est-à-dire que je dessine dessus aussi, que je viens dans mes notes rapporter de la couleur, et des fois je m'évade un petit peu dans l'imaginaire en coloriant des choses ou en allant dessiner des oiseaux ou ainsi de suite. Vous verrez, il y a des formes comme ça qui naviguent au sein de mes schémas. Et ces carnets-là, en fait, ils vont rester ouverts sur mon bureau longtemps. Et donc, la plupart du temps, une double page, hein, très souvent ils fonctionnent en double page, une double page, c'est pas une réflexion spécifique sur quelque chose, c'est un ensemble de réflexions spécifiques qui se rencontrent et qui créent comme ça une sorte de chaos, puisqu'en fait, ils ne servent pas en soi à éclaircir quelque chose,
C'est vraiment des lieux de notes dans lesquels je réfléchis et ces choses-là, elles se formalisent ailleurs. Donc ici, on a une double page sur la question des ratios des images, sur leur format et sur comment elles se délimitent dans leur pourtour. Et donc, du coup, ces questions-là des carnets, elles naviguent la plupart du temps avec des visualisations comme ça qui sont plus, entre guillemets, sérieuses, et des recherches posées sur le papier beaucoup plus strictes. Et donc, comme je vous le disais, cette première étape-là de la réflexion sur l'espace du lieu unique, ça a été de voir comment est-ce que je pouvais déployer, avant de penser à ce que j'allais mettre, comment est-ce que je pouvais déployer une forme à l'intérieur de cet espace qui allait devenir le lieu, l'unité que j'allais travailler pour construire les images. Et donc, du coup, pour moi, il était question de trouver la juste taille, c'est-à-dire une taille qui soit pas trop grande et qui soit pas trop petite, qui permette comme ça de produire un sentiment dans l'espace qui serait spécifique. Alors, je peux pas le qualifier ce sentiment, je peux pas dire tout ça. C'est pas quelque chose de vraiment intellectuel. C'est des essais qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a produit ces essais. Donc, j'ai émis des hypothèses de taille avec des distances de projection, avec des hauteurs de projecteurs, puisqu'il y a la question toujours de à quelle place va être placé à quelle hauteur va être placé le projecteur, et du coup, quelle est la zone à partir de laquelle, quand on va s'approcher de l'écran, va exister une ombre. Et donc, du coup, il y a eu cette recherche-là pour trouver une taille. Pour vous raconter ça, au départ, je partais sur des images qui faisaient 5,70 m, et dans la réalité, elles font 4,65 m, je crois, quelque chose comme ça, au final. 4,63 m exactement. Et donc, du coup, il y a eu une réduction comme ça dans les essais, dans les recherches qu'on a faites, une réduction de la taille. Et donc ça, c'est un truc qui est toujours très important pour moi, c'est-à-dire que je fais jamais le plus possible, je fais toujours au mieux. J'aurais pu faire des images plus grandes, j'aurais pu mettre plus d'écran. La question, c'était quelle est l'économie et quelle est la dynamique nécessaire dans l'espace pour le ressenti que je cherche. Et ce ressenti, en fait, je peux le connaître que par rapport à mes intuitions et que en explorant et en expérimentant les choses. Je m'interdis d'affirmer les choses sans les avoir faites. Et donc, du coup, s'ensuit une question du déploiement, de comment est-ce que je fais exister cet ensemble d'écrans dans l'espace et comment est-ce que je joue avec l'architecture. Et donc ça passe par une réflexion sur comment existe le lieu et quelles sont les formes qui existent dans le lieu. Et me sont apparus différents triangles qui sont très liés à la façon dont on navigue dans l'espace. Et donc, j'ai décidé de développer quelque chose autour de ça et de structurer cette écriture et de disposer des vidéoprojecteurs dans l'espace en fonction de ce ressenti. Et vous voyez, les choses fonctionnent de façon toujours très intuitive. Et je me suis dit, je vais commencer en écrivant des signaux lumineux, des touches de couleurs. Et j'ai fait des recherches comme ça qui explorent cette question-là de comment est-ce qu'on ressent les choses en termes de chaleur, en termes d'intensité, en termes d'énergie chromatique, pour arriver à imposer une écriture dans l'espace. Et donc ça, c'est quelque chose qui, techniquement, devait être fait avant que je me plonge réellement dans ce que j'allais mettre dans les écrans. C'était nécessaire parce que ça nécessitait, ça nécessitait de dessiner, de produire la perspective des technologies qu'elle allait mettre en œuvre et de l'économie du projet, pour comprendre le budget dans lequel on allait s'engager. Il était absolument nécessaire de poser ce niveau-là de connaissances sur ce projet-là, avant de rentrer vraiment dans le contenu du projet lui-même. Et le projet, ça a été en fait
de travailler d'une manière rétrospective sur mes images. Et donc ça, en fait, bon, c'était l'invitation hein, qui a certainement induit ça, mais c'est aussi peut-être l'époque qui a induit ça. C'est-à-dire que je me suis dit que j'allais pas faire un travail rétrospectif de mes œuvres, j'allais revisiter les images que je filme depuis si longtemps. Hein. J'ai commencé vraiment à faire des tournages en 2004-2005, où depuis cette époque-là, je visite des paysages, je retourne dans les mêmes endroits et ainsi de suite, et je continue à développer comme ça une recherche sur certains paysages. Et je me suis dit, je vais revisiter ça. Je vais construire quelque chose à partir de cet ensemble, ce corpus immense. Hein. J'ai 45 terras de rush, donc ce qui représente quand même beaucoup. Depuis ce moment-là, depuis maintenant une vingtaine d'années. Et tous les ans, je repars en tournage. Et les tournages ne sont pas forcément spécifiques à des projets. Il y a des tournages qui sont faits pour certains projets et d'autres tournages qui sont faits parce que j'aime tel ou tel endroit et j'y retourne et je vais y filmer. Et donc, je me suis mis à construire comme ça ce projet au travers de cette rencontre entre différents paysages, avec ce virage spécial. Et donc ça, c'est les tournages spécifiques que j'ai fait sur ce travail-là, de ramener les paysages industriels et de les faire apparaître dans mon environnement. Et de composer un ensemble qui était à la rencontre de mon histoire avec le paysage, avec l'apparition de cet ensemble de paysages industriels et de ce que ça induisait dans la compréhension du monde et la conscience qu'on a du monde aujourd'hui. Et donc, je me suis dit que j'allais ramener, je passe un peu vite le carnet, que j'allais ramener sur le même plan ces éléments-là en 6 tableaux au final, hein, il y a 6 écrans, et j'allais exposer dans l'espace 6 films qui allaient en composer un seul, qui allait raconter le monde dans lequel je suis aujourd'hui, dans lequel nous sommes tous aujourd'hui.